Alors, le clown transcende les cultures. Voilà, on l'avait pu voir. Donc je voulais prendre Grog parce que je voulais juste avoir un petit moment avec Grog parce qu'il est extraordinaire. Hein? C'est un génie. Et puis il a l'autre qualité que c'était le clown le plus riche du XXe siècle. C'est quand même un succès, hein, sa petite maison. Hein? Voilà, un musée du clown en Suisse. Alors c'est chouette, donc on peut comprendre qu'il a su faire une ou deux, trois choses. Hein? Et en fait, tout son parcours, c'est pratiquement toujours la même apparence. Hein? Et le même numéro. Et la même signature quand il lance son archet et puis qu'il n'arrive pas à le rattraper. Il est adorable. Hein? Quel génie. Bon, on va prendre un autre génie, parfaitement reconnu, et le second clown le plus riche du XXe siècle. Ça, c'est la maison voisine à Grog, vous voyez, bon, d'accord. Et puis, cette figure extraordinaire qui est née de la révolution industrielle en Angleterre, de l'immigration aux États-Unis, du crash de la bourse, dans les années 30, a créé ce personnage qui, encore aujourd'hui, nous émeut tellement profondément. Mais Charles Chaplin a un génie qui ne se fiche pas dans une seule forme. Quand arrive la naissance du nazisme, il a besoin de lui-même transformer son clown pour se permettre d'être Adolf Hitler lui-même, jusqu'à jouer avec le destin de la planète sur son propre cul. C'est extraordinaire, c'est bouleversant. Et il ne s'arrête pas. Hein, avec la montée du rêve américain après la Seconde Guerre, il devient millionnaire à New York, mais encore cette ère abrutie d'enfant libre continue, et il continue de se changer. Alors, il y a des clowns qui sont toujours pareils dans tous les contextes, et il y a des clowns qui s'adaptent selon qu'est-ce qui est le contexte. Si le clown n'est pas un personnage, est-ce qu'il serait une expression de notre ombre? Donc on va aller visiter Jung maintenant. Alors, pour Jung, l'ombre, c'est deux aspects, ce que nous voulons cacher, que les autres ne puissent pas savoir qu'est-ce que nous sommes vraiment, et puis de l'autre côté, tout ce que nous, on aimerait croire que nous sommes. D'accord? C'est ces deux aspects complètement cons. Hein? Vous avez ce truc-là, hein? Vous aussi, hein? D'accord. Eh bien, est-ce que ce que nous voulons cacher, ce ne serait pas le clown rouge? Et ce que nous voulons prétendre, ce ne serait pas le clown blanc? Alors là, pour les curieux, vous voulez bien comprendre c'est quoi un clown blanc et un clown rouge. Voilà, hein? Là vous pouvez très bien comprendre. Lui c'est le blanc et lui c'est le rouge. D'accord? Le rouge il est idiot et le blanc il croit qu'il n'est pas idiot. Voilà, c'est bon comme définition, ça vous va les grands clowns ici? C'est bon, d'accord, c'est juste pour les curieux. C'est sûr il y a plein d'autres éléments, mais juste pour comprendre. Mais voilà, donc moi je me demande s'il n'y a pas ce lien entre toutes ces dimensions en nous. Entre notre clown blanc et notre clown rouge. Et moi, comme clown hospitalier, j'aime pas décider si je suis blanc ou si je suis rouge. Je préfère que le patient décide. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de me voir comme ce prétentieux blanc, ou il a besoin de me voir comme ce soumis ou ce rebelle rouge? Je laisse l'enfant tirer de moi ce qu'il a besoin. Ça va? Alors, voilà, par exemple, pour les curieux, le roi Lear avec son bouffon, ou bien encore dans Attendant Godot, et puis ici, ces deux magnifiques clowns brésiliens qui font très clairement le blanc et le rouge. Alors, on va faire une petite expérience psychologique avec vous, et nous allons choisir un clown au hasard dans cette salle, d'accord? Et voir un peu si ce système fait un peu de sens ou pas, d'accord? Donc, ce clown, ici présent, voudrait surtout pas que vous sachiez qu'en vérité, c'est un petit geek qui adore les présentations PowerPoint et faire des théories. D'accord? C'est pas très sexy. Hein? Donc, c'est quelque chose qu'il ne veut pas vraiment révéler. Et surtout, pourquoi? Parce que son propre père est un ingénieur électrique et un geek complètement assoumis. Hein? Il voudrait que personne puisse l'identifier à son papa complètement geek, alors que lui, c'est un artiste rebelle. Hein? Et donc, quand il s'habille comme son papa dans les années 50, il n'a pas besoin d'expliquer à personne, mais il se sent tout de suite complètement vulnérable et con. Et c'est merveilleux. D'accord? Mais de l'autre côté, ce clown est aussi un adolescent arrogant. Très bien? Hein? Ou attachant. Et ce qu'il aimerait que vous croyiez tous, parce que son adolescent aimerait croire qu'il l'est, c'est qu'il est en fait un James Bond des années 40 et que toutes les femmes sont complètement amoureuses de lui. Hein? Alors voilà, son fantasme d'adolescent. Donc, quand il s'habille en son clown blanc, et qui s'appelle Marc-Antoine, a rien de moins que l'empereur romain qui a séduit Cléopâtre. Hein? Allons jusqu'au bout. Donc, pour lui, de devoir se mettre complètement dans ce fantasme, il sait qu'il n'est pas à la hauteur de Marc-Antoine, donc c'est le chemin parfait pour la merde. Alors, il se sent tout de suite vulnérable. C'est bon? Donc, l'idée, c'est de se sentir, pour moi, vulnérable, autant dans le nom, l'air de rien, et que dans le nom, Marc-Antoine, et de s'habiller ainsi. Et puis,
tant qu'à parler d'ombre, quelle est l'ombre du clown? C'est le bouffon. Ça va? Donc, voilà. Ici, il y a o caralho, qui veut dire, genre en portugais, la grosse bite. Et qui est un peu l'ombre de l'air de rien, hein, vous pouvez voir. Et de l'autre côté, il y a le marquis, hein, un peu copié du marquis de Sade, donc le côté complètement, hein, l'ombre de Marc-Antoine, qui lui demeure un romantique sans danger. Hein. Alors, ce clown a créé tous ces personnages sans jamais penser à tous ces trucs. C'est juste plusieurs années après on commence à faire des liens et découvrir qu'il a vraiment besoin d'une bonne psychothérapie. Alors, c'était simplement pour vous expliquer pourquoi est-ce que, pour moi, je crois qu'on peut adapter l'image de notre clown selon les contextes. Donc, comme on peut passer de la pédiatrie à la gériatrie, de la pédiatrie à la gériatrie, de la pédiatrie à la gériatrie. Alors, 3 fenêtres de formation. J'ai parlé d'artistique, relationnel, thérapeutique. Hein, finalement, je parle plus du clown, c'est rempli de clowns. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait des clowns ce soir. Mais bon, c'est génial, j'adore les clowns. Hein. Merci beaucoup. Et les curieux aussi. Hein. Alors, 3 fenêtres. Donc, l'artistique correspond dans les phases de la rencontre, la séduction. Hein? On veut que la personne ait envie que le clown entre dans sa chambre, dans son espace, dans son intimité. Donc, on utilise toutes nos techniques artistiques, hein, que ce soit la musique, soit la magie, la jonglerie, quoi que ce soit, ou juste l'art de savoir rien faire, hein, et juste rester là, idiot, et puis c'est irrésistible, pour créer ce moment de charme, ce moment de séduction. D'accord? La deuxième phase, la relationnelle, et permettre l'alliance. Dans le binôme, j'adore, parce que comme ça, hein, l'enfant ou la personne âgée peut faire alliance avec l'un des clowns et se mettre contre l'autre. Et là, je trouve ça génial. Hein, et comme ça, on n'a pas besoin de demander à une infirmière, par exemple, de faire la vilaine dans le jeu. Ben non, on a une professionnelle, une clown entraînée pour faire la vilaine. Et voilà, et là, l'infirmière peut rester une héroïne dans l'histoire. C'est quand même plus chouette. Hein, et de laisser ça au clown. Et après, bon, je suis obligé de mettre un mot en anglais, empowerment, parce que j'essaie de trouver, il n'y a pas de traduction parfaite pour empowerment en français encore, il faut mettre 5-6 mots. Donc, autonomie en français, mais c'est pas vraiment ça. Mais voilà, dans la troisième phase, la thérapeutique, finalement, la personne commence à se donner un pouvoir parce qu'elle utilise son imaginaire à elle pour explorer ses propres peurs, ses propres vilains, pouvoir bouffer ses propres dragons et intégrer leur propre pouvoir. Ici, pour moi, correspond à 3 dynamiques. Dans l'artistique, finalement, on emmène le patient à se sentir résilient. Il y a quelque chose qui est au-delà de la douleur, au-delà de la mort, il y a quelque chose d'autre qui est résilient. Et puis, on emmène le patient à avoir de l'empathie pour cet être vulnérable, idiot, imparfait qui est le clown. Donc, le patient n'est plus un patient, c'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un d'empathique, et finalement, c'est quelqu'un qui est créatif. Et dans les modèles de psychologie, comment quelqu'un se sent un protagoniste, c'est quand il se sent résilient, empathique et créatif. Donc, il n'est plus patient. Tout ça pour expliquer ces amplificateurs du corps, de la voix et de l'imagination d'un spectateur en état de vulnérabilité pour créer une métaphore thérapeutique.